Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Je vous rappelle qu'on a configuré cette machine au milieu, qui est une machine Ubuntu 16.04, comme un routeur sur la première vidéo et comme un pare-feu sur la deuxième vidéo. Sur la zone DMZ, qui est une zone qui contient les serveurs accessibles depuis Internet, on a installé Apache 2 sur cette machine et on a configuré l'accès à ce serveur web depuis Internet. Donc, si vous avez des soucis à propos de la mise en place ou bien la configuration d'une telle architecture, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. Jusqu'à maintenant, l'accès à notre serveur web se fait en utilisant le protocole HTTP, c'est-à-dire le texte en clair. Sur cette vidéo, on va apprendre à sécuriser les échanges avec notre serveur web en utilisant cette fois le protocole HTTPS. On a dit que l'accès à notre serveur web se fait en utilisant le protocole HTTP, donc pas de cryptage. Imaginons maintenant que l'internaute va se connecter à sa banque par exemple. Il va donc saisir par exemple le numéro de sa carte de crédit et les échanges entre son ordinateur et la banque se font en texte clair, non crypté et donc lisible par n'importe quelle personne qui espionne le réseau, comme un pirate par exemple. Pour mettre tout ça en évidence, on va modifier la page d'accueil index.html sur notre serveur web pour ajouter un formulaire qui contient deux zones de saisie pour un login et un mot de passe par exemple. On va lancer ensuite un logiciel de capture de paquets pour essayer de récupérer ces paramètres de connexion. Pour faire ça, on va tout d'abord modifier la page index.html sur le serveur web qui est une machine Debian 8.6.0 nano /var/www/html index.html. On va commencer par une phrase. Veuillez saisir vos paramètres de connexion. Et puis deux retours à la ligne pour la lisibilité du formulaire. La balise qui permet d'insérer un formulaire est la balise form. Il y a deux méthodes, post et get. La méthode de post donc n'insère pas les données les données du formulaire dans l'URL, mais la méthode de get insère ces données sur l'URL. Donc on va choisir la méthode post. Action égale réception.html. Donc si en cliquant sur le bouton envoyer, la page réception.html va être affichée. Cette page, on va la créer ensuite. Login, input, type égal à texte, name égale login, deux retours à la ligne, mot de passe, type égal à texte, name égale passe, par exemple. Et enfin, un bouton de type submit et de texte envoyé.
Je vais enregistrer les modifications. Et de même, je vais éditer la page réception.html où je vais mettre une seule phrase réception des paramètres de connexion. Et je vais enregistrer. Lançons maintenant une capture de paquet à l'aide du logiciel Wireshark à partir d'une machine normalement connectée sur le même point d'accès sur lequel le client web est connecté. Donc, supposons par exemple que le client va accéder au site web à partir d'un Wi-Fi public. Chaque personne connectée sur le même point d'accès peut intercepter les paquets. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais lancer la capture à partir de la machine hôte sur laquelle j'ai installé le logiciel de virtualisation VMware Workstation. Je vais lancer la capture sur la carte réseau Wi-Fi. Et puis, je vais accéder à mon serveur web. Je vous rappelle que le nom de domaine de mon site a été affecté auprès du serveur du service DNS dynamique pour ne pas être dans l'obligation à chaque fois de retenir l'adresse IP publique attribuée automatiquement par le serveur DHCP de mon fournisseur d'accès. Comme vous voyez, la page d'accueil a été modifiée. Je vais taper le login, par exemple login LIS, et le mot de passe IZ, par exemple. Envoyer. Maintenant, je vais arrêter la capture. Donc, tout ce que vous voyez ici, ce sont les paquets qui ont passé par la carte réseau Wi-Fi. Voilà. Le paquet suivant correspond à l'envoi du formulaire avec la méthode de POST. Donc, pour envoyer les paramètres de connexion et récupérer la page réception.html, je vais faire double-clic sur ce paquet. HTML form URL encode. Donc, vous voyez login égale login LIS et le mot de passe IZ. Je peux suivre la communication en appliquant un filtre de conversation sur le protocole TCP. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont les trois paquets d'ouverture de connexion à TCP. Ouverture active en 3 temps. Un paquet SYN envoyé par le client vers le serveur. Un paquet SYN ACK envoyé par le serveur vers le client. Et enfin, le client acquitte par un segment ACK. Le client demande la page réception.html. Le serveur répond par envoyer la page au client. Et enfin, donc il y en a normalement ici la fermeture de connexion parce que j'ai pas fermé la page. Je trouve pas ces paquets. Donc comme vous voyez, on a pu récupérer les paramètres de connexion. Pour remédier cette faiblesse de sécurité, on va configurer notre serveur web en tant que serveur web sécurisé. Maintenant, le protocole qu'on va utiliser, on a dit c'est HTTPS. Le pirate, en interceptant les informations, maintenant, il est incapable de comprendre le contenu. Ce contenu qui a passé par une étape de chiffrement et a devenu donc confidentiel. En fait, il y a deux types de chiffrement. Le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique, bien à clé publique. Pour le chiffrement symétrique, le client demande cette clé auprès du serveur. Donc, le serveur, par exemple, il génère une clé secrète et puis il l'envoie au client.
Après, les deux machines disposent de la clé secrète. Ils peuvent donc chiffrer et déchiffrer avec la même clé. La force de ce type de cryptage est qu'il est rapide. On peut donc chiffrer une grande quantité d'informations rapidement, ce qui est indispensable quand on souhaite chiffrer des flux HTTP. Mais ce n'est pas parfait. Et le fait d'utiliser une seule clé pour crypter et décrypter induit un problème. Le problème, c'est comment envoyer la clé au destinataire pour qu'il puisse décrypter. Donc, si le serveur, par exemple, génère une clé secrète et l'envoie au client, donc un pirate, il peut intercepter cette transaction, récupérer la clé secrète, il peut par la suite suivre la communication. Il peut bien sûr chiffrer et déchiffrer avec cette clé. C'est là qu'interviennent les algorithmes de chiffrement asymétrique. À la différence du chiffrement symétrique, les algorithmes de chiffrement asymétrique fonctionnent avec deux clés, une clé publique et une clé privée. L'une sert à crypter, l'autre à décrypter. Au début de la communication, le client demande la clé publique du serveur. Ensuite, il peut donc chiffrer les informations avec cette clé publique et les envoie au serveur. Le serveur, à l'aide de sa clé privée, peut donc déchiffrer le trafic et donc de cette façon, on peut assurer la confidentialité des transactions. Les algorithmes de chiffrement asymétrique ou bien à clé publique augmentent les temps de latence et consomment beaucoup de ressources, trop de calculs, donc on a besoin de ressources matérielles comme processeurs et mémoire. Et donc, c'est pourquoi ces algorithmes sont uniquement utilisés pour l'échange des clés symétriques et le reste de la communication sera fait en utilisant le chiffrement symétrique. Donc, le client au début de la communication, il demande la clé publique du serveur. Ensuite, il génère une clé symétrique de chiffrement. Il crypte cette clé avec la clé publique du serveur et l'envoie au serveur. Le serveur, à la réception, et grâce à sa clé privée, il peut déchiffrer le message et obtenir la clé secrète. Par suite, les deux machines maintenant disposent de la clé symétrique. Ils peuvent donc chiffrer et déchiffrer. En résumé, dans la pratique, ces deux types de chiffrement sont utilisés en simultané. Une cryptographie asymétrique pour l'échange de la clé secrète, bien la clé symétrique, et le reste de la communication est chiffré grâce à cette clé secrète. On a dit au début de la communication, le client, bien le navigateur, demande la clé publique du serveur. En fait, la clé publique est intégrée dans ce qu'on appelle certificat. Un certificat est une sorte de carte d'identité. Le certificat numérique d'un serveur va évidemment contenir sa clé publique, mais aussi un certain nombre de champs et d'attributs reliés à son identité. Normalement, pour avoir un certificat, le serveur doit passer par une autorité de certification intermédiaire. L'autorité de certification intermédiaire délivre des certificats et joue donc un rôle essentiel au niveau du fonctionnement de l'Internet et de la transparence des transactions effectuées en ligne. Quand le client, au début de la session, demande le certificat du serveur, le serveur répond par envoyer son certificat et le certificat qu'il a obtenu et le certificat de l'autorité de certification intermédiaire. En fait, le navigateur, pour
s'assurer de la validité du certificat du serveur, qui contient bien sûr la clé publique du serveur, et s'assurer que ce certificat appartient réellement au serveur et ce n'est pas par exemple un pirate qui a fait passer par le serveur et nous a envoyé son certificat. Donc, il va récupérer le certificat intermédiaire, il va obtenir la clé publique de l'autorité de certification intermédiaire pour déchiffrer la signature contenue dans le certificat du serveur, qui a été signée par la clé privée de l'autorité de certification intermédiaire. Ensuite, il va calculer la signature sur le contenu du certificat, comparer la signature qu'il a calculée avec la signature qu'il a déchiffrée. Si ils sont égaux, c'est que le certificat du serveur est valide, puisqu'il a été signé par la clé privée de l'autorité de certification intermédiaire, censée être la celle qui dispose de cette clé. Mais pourquoi le certificat intermédiaire est un certificat valide? C'est parce qu'il a été obtenu auprès d'une autorité de certification racine, et l'autorité de certification racine, grâce à sa clé privée, elle a signé le certificat intermédiaire. C'est ce qui forme une chaîne de confiance. Donc, comment ça se fait les choses dans la pratique? Le navigateur connaît les autorités de certification racine. Donc, au début de la communication avec un serveur web sécurisé, il va demander le certificat du serveur. Le serveur répond par envoyer son certificat et le certificat intermédiaire. Le navigateur, grâce au certificat des autorités de certification racine qu'il connaît, il va vérifier la validité des certificats intermédiaires et ensuite, grâce à la clé publique contenue dans ce certificat intermédiaire, il va vérifier la validité du certificat du serveur. Le protocole qui permet d'échanger des informations entre deux ordinateurs de façon sûre est le protocole TLS pour Transport Layer Security. TLS succède au protocole SSL, Secure Sockets Layer, qui appartenait à l'origine à Netscape, mais l'IETF, Internet Engineering Task Force, a poursuivi son développement en le rebaptisant TLS. Les échanges TLS se font de cette manière. Les trois segments SYN, SYN, ACK et ACK pour l'ouverture de session TCP. Ensuite, le paquet client Hello, sur lequel le client envoie la version maximale du protocole TLS qu'il supporte et la suite d'algorithmes supportés qu'il peut supporter, les algorithmes de chiffrement par exemple, les algorithmes de hachage, et aussi une valeur aléatoire. Donc il va envoyer toutes ces informations au destinataire. Le serveur, sur le paquet serveur hello, il va choisir la version du protocole TLS à utiliser, il va choisir la suite d'algorithmes qu'il va utiliser, et il va aussi générer un nombre aléatoire qu'il va envoyer au client. Il va envoyer aussi son certificat et éventuellement le certificat intermédiaire. Et enfin, fin des émissions du serveur. Maintenant, le client, il va produire un pré-master key. C'est pas la clé secrète, mais une clé qui va permettre ensuite de créer la clé secrète, un pré-master key, qu'il va crypter avec le certificat du serveur et il va l'envoyer au serveur. Grâce à ce pré-master key et grâce aux deux nombres aléatoires, le nombre qu'il a envoyé au serveur et le nombre qu'il a récupéré depuis le serveur, il va créer une clé secrète. Et ensuite, il va générer un message de fin
ce message est chiffré à l'aide de la suite de paramètres du chiffrement choisi par le serveur. Le serveur, à son tour, à la réception, il va déchiffrer grâce à sa clé privée le pré-master key, et avec les deux nombres aléatoires, le nombre récupéré depuis le client et le nombre qu'il a généré et qu'il a envoyé au client, il va générer avec ces informations la clé secrète, et il va aussi envoyer un message chiffré avec la suite d'algorithmes qu'il a choisi au client. À ce stade-là, les deux machines disposent de la clé symétrique de chiffrement, et donc un tunnel TLS est établi. C'est maintenant que le TLS record du protocole prend le relais pour chiffrer les données. Passons maintenant à la partie pratique. On va configurer notre serveur web Apache pour qu'il puisse dorénavant communiquer avec les clients d'une façon sécurisée. On va activer le module SSL. Apache 2 mode SSL. Apache 2 enable module SSL. Donc, pour activer la nouvelle configuration, il faut redémarrer Apache 2. Maintenant, on va créer un répertoire dans lequel on va créer la clé privée du serveur et son certificat. La commande est mkdir etc Apache 2 SSL. On va nommer ce répertoire SSL. Ensuite, OpenSSL. On va donc demander un certificat de type X509. La durée de validité 365 jours, c'est-à-dire un an. La durée de validité maximale recommandée pour un certificat. On va générer une nouvelle clé de type RSA et de taille 2048 bits. Le chemin vers la clé privée etc Apache 2 SSL Apache .key et le chemin vers le certificat out /etc /apache 2 SSL apache.crt. Country name TN, state or province name, full name, donc Tunisia, city Sfax, organization name Z-Sfax, le département informatique, le nom de domaine, l'adresse mail, c'est bon. Pour s'assurer que la clé privée et le certificat ont été créés, on va afficher le contenu du répertoire etc Apache 2 SSL. Voilà, donc Apache.crt c'est le certificat, Apache.key c'est la clé privée. On peut afficher par exemple le contenu du certificat ici, Apache 2 SSL Apache.crt. Donc comme vous voyez, begin certificate and certificate.
Donc le certificat contient bien sûr la clé publique du serveur avec d'autres informations. Maintenant, on va créer un hôte virtuel pour l'écoute sur le port TCP 443, le port utilisé par le TLS. Mais avant, on va voir le fichier de configuration par défaut. Donc, ls tc h2 site available default ssl.conf. Donc, comme vous voyez, donc, if module modSSL.c, virtual host, et ainsi de suite. Donc, de la même façon, on va créer notre fichier de configuration qu'on va nommer https.conf. Sur le fichier port.conf, yes, etc, page 2, port.conf. Donc, vous voyez la rubrique list 80 pour l'écoute sur le HTTP et pour le modèle SSL, list 443. Donc, on va créer un fichier, on a dit, dans le répertoire etc à page 2 site available qu'on va nommer https.conf, où on va mettre de la même façon if module mode ssl.c // if module virtual host qui fait l'écoute depuis n'importe quelle adresse sur le port 443 / virtual host. C'est bon. On va mettre le serveur name, le nom de domaine. Document root, le répertoire qui contient les pages web. C'est /var/www/html. On va activer le module SSL pour cet hôte virtuel. SSL engine on SSL certificate file /etc à page 2 SSL apache.crt SSL certificate key file, le chemin vers la clé privée, donc etc à page de SSL apache. C'est bon, je vais enregistrer les modifications. Pour que les clients web puissent continuer à accéder au site web sécurisé en tapant une URL de type HTTP et non pas HTTPS, je vais ajouter une redirection dans le fichier etc à page 2 site available 30 default.conf. Donc ici je vais commenter cette ligne et mettre redirect /https, le nom du domaine, et je vais enregistrer. Je vais maintenant activer l'hôte virtuel que j'ai créé, donc à page 2 enable site https.conf.
Pour activer la nouvelle configuration, service Apache 2 load. C'est bon. Donc jusqu'à maintenant, les requêtes arrivent à l'adresse publique de mon routeur ADSL sur le port 443. Il faut donc ajouter ici un mappage de port. On va dire que si vous recevez des connexions sur le port 443, il faut les rediriger vers l'interface 192.168.1.100 sur le port 443. Ensuite, on va appliquer une redirection, un NAT de destination pour dire les requêtes sur l'adresse 192.168.1.100 sur le port 443 doivent être redirigées vers le serveur web d'adresse 192.168.20.2. Donc, cela est indispensable si vous avez une architecture qui se ressemble, similaire à ceci. Donc, si vous n'avez pas un routeur, par exemple, vous n'êtes pas obligé de passer par toutes ces étapes. Ou bien, si vous testez entre deux machines en local, et ce n'est pas depuis une machine située sur Internet, donc vous n'êtes pas, bien sûr, obligé à passer par le mappage de port ou bien cette redirection. Mais vu que cette architecture c'est elle la plus utilisée dans les entreprises de petite et de moyenne taille, donc on a voulu appliquer ces notions théoriques sur un exemple pratique. Donc sur le routeur, je vais ajouter une ligne iptables sur la table NAT pre-routing, c'est-à-dire avant d'effectuer le routage. Les paquets qui vont arriver sur l'interface ENS39, à destination 192.168.1.100 en utilisant le protocole TCP. Le port de destination, c'est le port 443. On va appliquer un NAT de destination to destination 192.168.20.2 sur le port 443. Il manque un espace ici. Tout va bien. Je vous rappelle que sur le pare-feu, la politique par défaut, c'est bloquer tout. Donc, il faut ajouter une nouvelle ligne qui permet le passage des paquets arrivant sur cette interface et qui vont être redirigés vers le serveur web interne. Donc, une nouvelle ligne iptables. La règle, c'est la règle forward. L'interface de sortie ENS39, la destination 192.168.20.2 et le protocole et le port TCP I443. iptable -a forward ENS39 192.168.20.2 TCP, le port de destination 443 et il faut appliquer la fonction accept. C'est bon. De même, on va autoriser l'accès à notre serveur web depuis les machines du réseau LAN. Donc, je vous rappelle qu'on a autorisé l'accès depuis ces machines vers le serveur web HTTP. Maintenant, sur le port 80, maintenant, on va autoriser l'accès au port 443. Donc, sudo iptables
-a forward. La source, le réseau local 192.168.10.0/24. La destination 192.168.20.2. Le protocole c'est TCP et le port de destination 443 et la fonction c'est accept. Il reste à sauvegarder les règles qu'on vient d'ajouter. Donc pour ne pas les perdre au prochain démarrage de l'ordinateur, la commande c'est sudo netfilter persistent save et ces entrées vont être ajoutées au fichier etc iptables rules.v4. On a parlé de tout ça la vidéo précédente. Maintenant, on va lancer une capture à l'aide de Wireshark et on va accéder à notre site HTTPS. Je vais lancer une autre fois la capture sur la carte ISO Wi-Fi. Je vais mettre l'adresse de mon site. Donc, normalement, je mets l'adresse, l'URL de mon site web et j'ajoute à la fin 2.443 ou bien je mets au début HTTPS // et puis l'URL, mais je vous rappelle qu'on a fait une redirection. On a dit si vous acceptez des requêtes sur le protocole HTTP, il faut donc les rediriger vers le protocole HTTPS. Maintenant sur la page, il a dit que la connexion n'est pas privée. Des individus malveillants tentent peut-être de subtiliser vos informations personnelles et tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu mon certificat auprès d'une autorité de certification intermédiaire. Donc le navigateur n'a pas pu vérifier la validité du certificat du serveur. Normalement, on a dit il va passer par la vérification en utilisant les certificats des autorités de certification racine pour vérifier le certificat intermédiaire et puis à l'aide de la clé publique contenue dans le certificat intermédiaire, il va vérifier mon certificat, donc la chaîne de confiance. Donc maintenant, puisque j'ai construit mon certificat moi-même sans passer par des autorités de certification intermédiaire à l'aide de la commande OpenSSL, donc le navigateur il a dit que j'ai pas pu vérifier la validité de certification. Je vais cliquer sur paramètres avancés et puisque j'ai confiance à ceci parce que c'est moi qui a créé le certificat, je vais cliquer sur continuer vers le site. Voilà. Maintenant je vais mettre mes paramètres. Yes, par exemple, et IV. Réception des paramètres de connexion. Je vais arrêter la capture. Voilà. Donc, je vais appliquer un filtre de conversation entre l'adresse 192.168.1.3, l'adresse de la machine hôte, et le serveur distant. Donc, comme vous voyez, les trois paquets, comme on a dit tout à l'heure, les trois segments d'ouverture de session TCP, et puis client hello. Donc, le client ici propose la version du TLS et la version des algorithmes à utiliser. On peut faire un double clic. Là, handshake protocol. Paquet de type client hello. Voilà, c'est le nombre aléatoire généré par le client. Cipher suite, voilà donc la suite des algorithmes proposés par le client. Donc normalement le serveur va choisir
une parmi ces suites. Le serveur acquitte la réception du paquet client hello et envoie un paquet serveur hello. Il envoie le paquet serveur hello et son certificat. Donc ici, le type du protocole du paquet c'est serveur hello. Il a aussi généré un nombre aléatoire. On a dit ces deux nombres et le premaster key servent par la suite à créer la clé secrète. La suite des algorithmes qu'a choisi le serveur, c'est TLS, ECDHE, RSA, WIF, AES, l'algorithme de cryptation symétrique, 128 et l'algorithme de HH, c'est SHA 256. C'est bon. Ensuite, le client, donc, il va générer la clé secrète à partir du premaster key. Il va générer un premaster key qu'il va crypter avec la clé publique contenue dans le certificat du serveur et l'envoyer au serveur. Il va, en utilisant ce premaster key et les deux nombres aléatoires, générer une clé secrète et il va passer vers le mode de chiffrement et il va envoyer un message crypté avec la suite du chiffrement choisi par le serveur. Le serveur aussi, en recevant le premaster key chiffré, grâce à sa clé privée, il va le déchiffrer, il va passer en mode chiffrement et il va envoyer un message chiffré avec la suite des algorithmes qu'il a choisi. Voilà, ensuite fin de la communication. Voilà donc toute la communication. Après le passage du premaster key et le passage des messages chiffrés avec la suite des algorithmes choisis, il y en a ici l'ouverture du tunnel TLS et il envoie des données. Si je vais par exemple, je fais double clic sur ce paquet, je peux rien comprendre. Donc tout le trafic est chiffré et par suite j'ai sécurisé les échanges avec mon serveur web. Je peux pas récupérer le login et le mot de passe. En plus, sur le navigateur, je peux cliquer sur plus d'outils et puis outils de développement. Sur l'onglet Security, je peux cliquer sur View Certificate. Donc sur le navigateur, sur le client, j'ai obtenu ce certificat délivré à mon nom de domaine, délivré par tel et tel, valide du 11 octobre 2007 jusqu'à 11 octobre 2018. Voilà donc toutes les informations nécessaires. L'émetteur, normalement, l'émetteur c'est une autorité de certification intermédiaire. Maintenant, l'émetteur c'est moi-même, mon adresse mail, mes paramètres, donc le département informatique, l'organisation EasyExpert, c'est toutes les informations. L'algorithme de signature SHA 256 RSA. La clé publique RSA 2048. Donc, si vous vous rappelez, avec la commande OpenSSL, on a mis l'option -NUKE RSA 2.2048. Aujourd'hui, nous avons sécurisé les échanges entre un client situé sur Internet vers notre serveur web. Sur la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va administrer notre routeur et notre serveur web à distance, mais d'une façon sécurisée. Merci pour votre attention.